La seconde violence qu'elle fait la femme, ce sont les règles. Donc c'est la première fois que le sang s'est versé sur terre qu'on appelle la souillure. Elle avait besoin alors de se purifier. La femme ensuite a été pureté et purification. Ce qui fait que plusieurs siècles plus tard, lorsqu'on parle de la geste du massimo toro, la femme peut se caractériser par trois éléments sur lesquels elle jurait. Cette geste de la femme Peul du Fouta Toro s'inscrivait également, historiquement, après la révélation également, dans la tradition de Marie, dans laquelle le Coran dit donc son devant était pur. Et cette pureté des devants disait également qu'il n'y avait pas de fornication et que plus tard, toutes les règles disent qu'en matière de mariage, la femme musulmane, c'est la dot qui la rend licite pour l'homme. Donc la femme, tout lien, par exemple, qui n'est pas basé sur la dot, c'est contre la loi. Ça, c'est un d'abord. Ce qui fait que chez les musulmans, on ne conçoit pas qu'une femme connaisse un homme avant la règle du mariage. Ensuite, l'âge, c'est un critère occidental. Aujourd'hui, la France a fait reculer cet âge à 17 ans au lieu de 18. Dans la société musulmane, la femme, elle est mûre lorsqu'elle, on dit, il a balarne. Al-Boulour, c'est quand la femme connaît déjà ce que je vous ai dit, la seconde violence. Elle connaît ses règles qui sont des menstrues. Donc l'année, par exemple, est constituée de 360 jours, 12 mois. Mais dans ces 12 mois, la femme a 10 mois pour elle où elle est pure. Pourtant, 2 mois, elle est dans l'impureté. C'est pour cela que dans le Coran, on dit que toutes les femmes du monde, aux yeux de Dieu, sont les mêmes. Vous voyez, c'est pour cela que scientifiquement également, les 2 mois correspondent au cycle où elles sont en état d'impureté. Et donc, cela fait que toutes les femmes, qu'on soit en Occident ou en Afrique, ce sont les mêmes principes pour toutes ces femmes. Donc, justement, cette seconde violence, alors, plus tard, il y a eu alors une modification. Et cette modification, nous avons parlé alors, plus tard, de corps. Le corps, lui, il nous donne par exemple qu'en Occident, c'est permis de vivre en concubinage lorsque la fille n'est pas mariée. C'est légal. Mais aujourd'hui, il y a un problème culturel qui se pose. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit de la culture? Nous pensons que le savant, c'est celui qui connaît le Coran, le fiqh et tout. Non, ce n'est pas ça le savant. Le prophète dit il dit que les meilleurs connaisseurs des hommes, ce sont ceux qui savent que les hommes sont différents. Si on est différent, donc il y a un relativisme culturel. Quelque chose peut être bien pour vous, mais ce n'est pas bien pour moi. Par exemple, cet espace public dont nous parlons, la mariée négro-africaine, on l'appelle qu'elle est toujours en tête de la délégation pour aller dans cet espace public. Alors que la mariée moresque, elle est derrière la délégation. On dit par exemple, donc il y a ce principe qui est là, qui naît fondamentalement de cet aspect. Ensuite, je ne parlerai pas d'islam surtout pour le moment. Je reste à l'acte primaire qui révèle de la révélation. Par exemple, un professeur a parlé tout à l'heure de son expérience de la vie scolaire par rapport aux filles et par rapport à leur mode d'habillement que d'autres ont fustigé. Je voudrais dire une chose pour l'habillement. Un grand penseur arabe disait وَإِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبِثْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى تَقَلَّبَ عَرْيَانًا وَلَوْ كَانَ كَاثِيًا وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ وَلَا خَيْرَ لِمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا. Je vous traduis de mémoire. Il dit que le meilleur habillement de l'individu, ce n'est pas les habits que nous portons, mais comme a dit tout à l'heure quelqu'un, c'est l'habit, c'est la culture intérieure. Vous pouvez être bien habillé, mais inconsidéré par le fait seulement que votre éducation ne s'y est pas. Je cite de mémoire également un autre penseur qui est venu avant le prophète. Le prophète a ordonné aux Arabes d'enseigner l'époque de la Jahiliya à leurs enfants. Pourquoi enseigner cette époque? Parce que cette époque était pleine de gestes. Les gestes comment? Ça veut dire tout simplement, il dit ça veut dire quoi? Par exemple, Ampar, c'est un grand penseur, un fils d'esclave entre guillemets. Vous voyez? Lui, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs années avant l'islam, il a une servante. Sa servante est en train de travailler. Mais lorsque la servante travaille, excusez-moi l'expression, on sent le mouvement de ses seins. Donc, qu'est-ce qu'il dit en bas? Il dit que lorsque sa servante est en train de travailler,
il voit le mouvement de ses seins, mais il détournera son regard jusqu'à ce qu'elle change de position, et ça c'est le reflet de l'éducation. Donc on a beau être un éducateur, mais il faut d'abord s'éduquer soi-même, parce que la première violence, c'est le regard qu'on pose sur un corps étranger. Moi j'ai vécu votre expérience, mais différemment. J'étais dans un collège il y a 15 ans. La directrice me dit de dire à une fille de changer d'habillement. Je lui ai répondu, c'est pas ma fille, c'est pas ma soeur, c'est pas mon épouse. Elle était posée par un colonel de l'armée mauritanienne, je n'ai aucun impact. Et quand je suis en classe, il y a deux types de regards. Et j'ai des étudiants ici présents. Vous savez que dans le monde de la communication professionnelle, on fait face à deux types de regards. Il y a d'abord un regard qu'on appelle concupiscent. Le regard concupiscent, qu'on soit une femme africaine, une femme occidentale, japonaise, chinoise ou autre, il y a un regard, lorsqu'un homme pose ce regard sur votre corps, vous sentez ce regard qui vous harcèle déjà. Toutes les femmes étaient couvertes en Europe. Les premières jupes ont commencé à être portées dans les années 70-75. C'est pour cela que Simone de Beauvoir, que vous avez cité tout à l'heure, avait dit qu'on devient femme. Parce que si vous moulez la femme, vous ne savez pas qui elle est. Donc, pour revenir aussi à cette question d'habillement, je vois que le problème, ce n'est pas surtout l'habillement, mais c'est notre éducation par rapport à cet habillement que nous avons déjà précisé. Ensuite, il y a la tentation. Comment gérer la tentation? Chaque jour, vous êtes tenté. Qu'est-ce que Joseph dit? Joseph est appelé Youssouf. Il dit, lorsqu'on est un individu, on ne peut pas se dédouaner. Tous les hommes pêchent. On pêche par le regard, on pêche par l'acte, on pêche par le déplacement. Donc, tous nos sens, nous sommes des pêcheurs. Mais le meilleur des pêcheurs, c'est celui qui sent la retenue. Par exemple, l'espace freudien partage l'individu en trois instances. Il y a le moi, le surmoi, le ça. Le moi, c'est l'individu. Le surmoi, c'est ce qui vous dit, par exemple, j'ai le droit de faire ça, mais ma conscience me dit, non, ne fais pas. On peut voir, excusez-moi le terme, avoir une jeune fille à côté, vous voulez mettre votre main sur elle, mais votre conscience, votre surmoi, c'est le gendarme qui régit votre acte. Donc je dirais alors que l'espace ou bien l'acte m'est interdit, je ne pourrais pas le faire. Donc il y a cette éducation qui est là, qui est une éducation plus que physiologique, mais devient une éducation sexuelle entre guillemets de Sigmund Freud, qui est un Allemand, qui a beaucoup investi dans ce domaine. Ensuite, le second regard, je disais qu'il est un regard filial. Le regard filial, c'est le regard que porte un père sur sa fille. Ce n'est pas un regard d'amour. C'est un regard qui est dénié de tout amour, contraire au regard concupiscent. Parce que le regard concupiscent, c'est lui qui fait les dangers. Donc, je vais me résumer un peu. J'ai parlé un peu de la geste. Allez-y, monsieur. C'est un téléphone qui est là.